La Terre regorge de vie, des pôles à l'équateur, des grottes profondes aux courants d'air, des forêts tropicales aux évents des volcans. On trouve partout des organismes au moins primitifs. Les animaux, les plantes, les champignons et les bactéries se sont adaptés aux conditions les plus difficiles à la recherche d'un espace de vie. Mais cela a-t-il été toujours le cas? Cosmo. En fait, pendant la majeure partie de son histoire, la Terre semblait être un endroit plutôt peu accueillant. Nous allons nous transporter à l'Archéen, l'époque la plus ancienne marquée par la présence de la vie. Elle a commencé il y a 4 milliards d'années et a duré environ 1,5 milliard d'années. La jeune Terre vient de subir un second bombardement lourd. Plusieurs milliers de tonnes de débris de roches laissés après la formation du système solaire se sont écrasés sur la planète, détruisant une fine couche de basalte à peine formée à la surface du magma en fusion. Cependant, la jeune Terre s'est refroidie et la lithosphère primaire l'a recouverte. Ce n'est qu'après 1 milliard d'années que les premiers organismes vivants y sont apparus. La Terre de l'époque avait une surface relativement lisse. Les plaques tectoniques dont les collisions auraient conduit à l'apparition de hautes chaînes de montagnes n'ont tout simplement pas eu le temps de naître. La jeune Terre ne pouvait pas non plus se vanter d'une grande variété de roches. Les gisements de minerais et les couches de roches commençaient à peine à se former. La majeure partie de la croûte terrestre était du basalte, une roche magmatique, en fait de la lave gelée. L'atmosphère de l'Archéen ne contenait presque pas d'oxygène, et la concentration en azote était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. La Terre était enveloppée d'un mélange épais et dense de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, avec des impuretés abondantes d'oxyde de soufre, de phosphore et d'autres éléments actifs. À cette époque, le Soleil était nettement plus sombre qu'aujourd'hui. Selon certaines estimations, sa luminosité était inférieure de 30% par rapport à celle actuelle. Par conséquent, l'obscurité régnait sur Terre. La Lune était encore très proche de la Terre, de sorte que la durée de la journée n'était que d'environ 10 heures et que les raz-de-marée atteignaient de quelques dizaines à 300 mètres de hauteur. Au fur et à mesure que notre planète s'est refroidie progressivement, l'eau de l'atmosphère s'est condensée, déversant de fortes pluies. Au début, elle a été accueillie sous la forme de petits plans d'eau dans les basses terres. L'eau était acide, salée et très chaude, parfois même jusqu'au point d'ébullition. Sa composition était à bien des égards similaire au geyser contemporain. Paradoxalement, c'est un tel environnement inhospitalier à première vue qui est devenu favorable à l'apparition et au développement de la vie primitive. Naturellement, les premiers organismes étaient anaérobies. Dans l'atmosphère, il n'y avait pas encore d'oxygène nécessaire à notre respiration habituelle, de sorte que les premiers êtres vivants utilisaient d'autres moyens de production d'énergie. Les micro-organismes qui habitaient la Terre lors de l'Archéen ne savaient pas encore nager. Pour survivre, ils avaient besoin d'un substrat. Par conséquent, la biosphère de cette époque-là était un film muqueux et mince, pas plus épais qu'1 millimètre au fond de la zone côtière de l'océan acide et chaud. La profondeur maximale à laquelle cette zone pouvait aller sous l'eau ne dépassait pas 20 mètres. L'atmosphère dense ne permettait tout simplement pas aux rayons du soleil de pénétrer plus profondément. Ce sont des bactéries chimiosynthétiques qui habitaient près des évents des volcans sous-marins. Elles n'avaient pas besoin de lumière. L'énergie qu'elles recevaient provenait des réactions chimiques des composés de soufre et de fer. La Terre se refroidissait, le niveau des océans augmentait, l'atmosphère devenait plus fine et le Soleil augmentait progressivement en taille. La largeur de la zone côtière accessible à la vie s'est progressivement étendue. À la fin de l'Archéen, la biosphère était une bande étroite le long des côtes, ainsi que des îlots séparés au fond de l'océan, près des volcans actifs. Cependant, toute la terre ferme, les rivières et une immense partie de l'océan ouvert sont restés complètement sans vie. Si un chercheur avait atterri sur la Terre de cette période, les stromatolites seraient la seule preuve de la présence de la vie à l'œil nu. Ces formations calcaires mesurant jusqu'à plusieurs mètres sont apparues grâce à l'activité vitale d'anciens micro-organismes. Un autre problème pour le développement de la vie pendant cette période était la pénurie de réactifs.
Dans la nature, il n'y avait pas encore de charognards, organismes se nourrissant de chair morte. Avec l'influence de la gravité et des courants marins, les créatures mortes se sont accumulées dans des dépressions au fond de l'océan. Des centaines de millions d'années plus tard, des gisements de pétrole se sont formés à partir de ces amas. Il y a environ 3,5 milliards d'années, des créatures prédestinées à changer l'apparence de la Terre au-delà de toute reconnaissance sont apparues. Certaines bactéries ont maîtrisé la photosynthèse avec la libération d'oxygène. 1 milliard d'années plus tard, à la frontière des éons de l'Archéen et du Protérozoïque, leur développement a conduit à l'extinction la plus globale de l'histoire de la Terre. On l'appelle la Grande Oxydation. Il est impossible d'estimer avec précision l'ampleur de cet événement, car la majorité absolue des créatures de l'époque n'a pas laissé de fossiles. Presque toute la diversité de la vie anaérobie développée par la nature en 1 milliard d'années a été détruite. L'atmosphère de la Terre dans l'ancienne période contenait une grande quantité de gaz à fort effet de serre, le méthane. En présence d'oxygène, il s'oxyde rapidement pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. La diminution de la concentration de méthane dans l'atmosphère a entraîné une baisse rapide de la température sur la planète. La conséquence de ce processus a été la glaciation huronienne, la plus grande période glaciaire de l'histoire de la Terre, qui a commencé il y a 2,4 milliards d'années et a duré 300 millions d'années. Selon les données des fouilles, les glaciers atteignaient parfois l'équateur, transformant presque complètement la Terre en une boule de glace. Ainsi, en 1,5 milliard d'années, notre planète est passée des champs de lave bouillonnants au désert glacé sans fin. L'éon protérozoïque a duré entre 2,5 milliards et 540 millions d'années avant notre ère. Malgré le froid, la vie a continué à se développer. Cependant, la terre ferme est restée complètement sans vie. Les organismes vivants se sont concentrés dans la zone côtière près de l'équateur. Et que se passait-il sur les continents? Malgré l'absence de vie, des événements intéressants se sont produits sur Terre à cette époque. Des continents, des gisements de minerais métalliques et des couches de nouvelles roches se sont formés. À différentes périodes, l'apparence des régions terrestres de notre planète dans le Protérozoïque a changé d'un glacier sans fin à un désert rocheux. Difficile à croire, mais il y a seulement un demi-milliard d'années, une partie importante de la surface de notre planète était difficile à distinguer du désert martien. Heureusement pour les habitants de notre planète, le Soleil est devenu progressivement plus lumineux et plus chaud. Et finalement, la glace a reculé. Il y a 542 millions d'années a commencé le Phanérozoïque, ou le temps de la vie visible. Il a été marqué à la fois par des périodes de développement rapide des espèces et par des extinctions massives. Je vous ai déjà parlé des plus grandes d'entre elles. Mais à quoi ressemblait la Terre à cette époque? Au début de l'ère paléozoïque, une grande partie de la Terre a été fusionnée pour former le géant supercontinent Gondwana. Il était situé dans l'hémisphère sud, avait un relief complexe et occupait une superficie de plus de 100 millions de kilomètres carrés. Il regroupait l'Afrique moderne, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie, la péninsule indienne et d'autres territoires. D'autres continents, plus petits, la Laurentia, la Baltica et la Sibéria, étaient situés dans la zone équatoriale. Il y avait aussi beaucoup de petites îles. Cependant, jusqu'à la période silurienne, qui a commencé il y a environ 444 millions d'années, ces étendues sont restées presque sans vie. Seuls les mousses et les lichens les plus simples ont lentement capturé les espaces terrestres. Seulement au début du Silurien, dans les zones de marée et près des rivières, les premières plantes sont apparues, mais pas partout, uniquement dans la ceinture tropicale. Malgré la croissance rapide de la diversité des animaux et des plantes marines, la vie marine a continué à se concentrer au large des côtes. La zone habitée est progressivement devenue plus large. Ainsi, dans la période dévonienne, qui a commencé il y a 420 millions d'années et s'est terminée il y a 358 millions d'années, la profondeur de la couche océanique disponible pour la photosynthèse a atteint 50 mètres, 10 fois moins qu'aujourd'hui. Dans le même temps, les premiers décomposeurs sont apparus, des organismes qui décomposent la chair morte. En conséquence, ceux qui se nourrissaient de ces produits de décomposition sont apparus. Par exemple, jusqu'à une profondeur de 500 mètres, il était possible de trouver non seulement des bactéries charognardes, mais aussi des éponges de mer. La période suivante, c'est le Carbonifère.
Il a duré de 358 à 299 millions d'années avant notre ère. À son début, une partie importante de la ceinture tropicale était occupée par des fougères arborescentes. Les forêts tropicales denses n'étaient pas continues. Les organismes de l'époque ne savaient pas décomposer le bois. Par conséquent, les grands troncs massifs ayant fait leur temps ne pourrissaient pas et ne donnaient pas de nutriments aux descendants. Ils restaient là, ne laissant pas sortir le phosphore indispensable pour les plantes. Les fourrés luxuriants ont été remplacés par des blocs de plusieurs kilomètres de troncs morts. Par la suite, ils se sont transformés en gisements de houille, qui sont encore d'une grande importance dans l'industrie. En dehors des tropiques, il y avait seulement les champignons, les mousses et les lichens. Ils ne pouvaient pas renforcer la couche arable avec des racines, de sorte que les pluies les rôdaient, transformant les rivières en coulées de boue et les lacs en marécages fétides. Les zones arides sont devenues des déserts sans vie. Dans les mers et les rivières de cette époque, les poissons se développaient rapidement, mais la vie ne pouvait pas maîtriser les espaces ouverts de l'océan. Les algues n'ont pas encore appris à nager, ce qui signifie que les animaux sont restés dépendants de la zone côtière. La période carbonifère a été remplacée par le Permien, qui a commencé il y a 299 millions d'années et s'est terminé il y a 252 millions d'années. À cette époque, les premiers amphibiens sont arrivés sur Terre et les plantes ont commencé à maîtriser les régions subtropicales. La mer est restée habitée principalement dans les eaux peu profondes, le long des côtes. La période permienne s'est terminée par l'extinction la plus massive de tous les temps de la vie multicellulaire. Selon certaines estimations, jusqu'à 96% de la vie marine et jusqu'à 73% de la vie terrestre sont morts. Les causes d'une telle mort massive d'êtres vivants sont encore inconnues. Cependant, la période triassique de l'ère mésozoïque qui a suivi la tragédie a rapidement compensé les pertes et de plus a amené la vie à un nouveau niveau. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, les forêts ont envahi les latitudes tempérées. La mer a également connu une révolution. Il y avait des algues bleu-vert proches de celles d'aujourd'hui. Elles n'avaient plus besoin de substrat. Les micro-organismes photosynthétiques ont rapidement peuplé la couche supérieure de l'océan mondial. Cette source d'alimentation a été suivie par les poissons, les mollusques et les anthropodes. Les restes organiques mal nourris sont tombés, fournissant aux habitants du fond une nourriture abondante. L'océan mondial a commencé à prendre un aspect moderne. L'ère mésozoïque a duré de 250 à 66 millions d'années avant notre ère. Elle comprend 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Cette époque est marquée par les animaux anciens les plus populaires, les dinosaures. De nombreux films, à la fois de fiction et de vulgarisation scientifique, ont été tournés à leur sujet. Cependant, si on regarde les illustrations, on peut penser que la Terre, des pôles à l'équateur, était couverte de forêts tropicales denses à cette époque. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Oui, les forêts atteignaient les latitudes septentrionales, mais c'est seulement parce que la température moyenne de la Terre était nettement plus élevée qu'aujourd'hui. Les territoires proches de l'équateur, en revanche, sont devenus arides. Malgré la grande distribution des forêts, il y avait encore assez de marécages et de déserts sur Terre. Ils étaient non seulement chauds et arides, comme nous les imaginons, mais aussi modérés, frais et même humides. Sans plantes herbacées, le sol ne pouvait pas résister aux pentes rocheuses, et seuls les lichens pouvaient pousser sur les pierres nues. Les angiospermes ne se sont répandus qu'au milieu du Crétacé, il y a environ 100 millions d'années. À l'origine, il s'agissait d'arbres, et ce n'est qu'à la fin de la période que des plantes similaires aux herbes modernes sont apparues. Comparée aux chênes puissants ou aux séquoias géants, l'herbe simple semble insignifiante. Mais elle peut faire quelque chose que les géants ne peuvent pas. L'entrelacement de petites racines forme des mottes solides. Celui-ci renforce non seulement le sol, l'empêchant de s'éroder et de se décomposer, mais il assure aussi l'évaporation de l'humidité lorsqu'elle est excédentaire et l'accumulation lorsqu'elle est insuffisante. L'apparition des plantes herbacées a transformé les déserts en steppes et en savanes, les marais en prairies inondables et les zones de pergélisol en toundra et steppe-toundra. À la fin du Crétacé, la Terre était déjà semblable à celle d'aujourd'hui. Il ne manquait qu'un petit détail, les mammifères. Cette classe d'animaux existait depuis longtemps, mais ne s'est largement répandue qu'à la fin de l'ère mésozoïque. Jusqu'à présent, on ignore de manière fiable ce qui a causé l'extinction des dinosaures.
Une météorite géante, le froid mondial et d'autres raisons sont appelées parmi les coupables. Quoi qu'il en soit, les lézards géants ont disparu, libérant de la place pour les mammifères. En 66 millions d'années, ils sont passés de petits animaux marsupiaux à des baleines majestueuses, des tigres les plus dangereux, des chameaux robustes ou des chauves-souris amusantes. Après tout, l'évolution a conduit à l'émergence d'une espèce unique, le seul être vivant qui ne s'adapte pas à la nature, mais la modifie. Une créature qui extrait du charbon formé à partir d'arbres morts il y a des millions d'années pour réchauffer sa maison. Une créature qui détruit d'autres espèces à but lucratif ou sur un coup de tête. Une créature qui, à la poursuite de ses objectifs, transforme de vastes espaces en zones inhabitables. C'est l'Homo sapiens ou l'humain. Les amis, la création de cette vidéo a pris beaucoup d'efforts et de temps, alors n'oubliez pas de nous soutenir avec un like. Après tout, chaque pouce levé nous inspire pour de nouvelles vidéos fascinantes. Assurez-vous d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est parti!